Professeur Tournafond, bonjour. Bonjour Nicolas. Professeur, vous êtes professeur d'université, Paris 12, en droit. Et puis vous êtes par ailleurs l'expert pour les volontaires pour la France, les VPF, en matière de droit et d'institution. Et nous aimerions aujourd'hui, cher professeur, que vous nous parliez de ce que vous considérez être la responsabilité du gouvernement, à la fois dans la crise de la pandémie et du confinement. Oui, alors cher Nicolas, évidemment, cette responsabilité est clairement engagée à tout point de vue. Il y a 3 griefs principaux qu'on peut adresser à ce gouvernement, à ce pouvoir politique. D'abord, la gestion de la crise sur le plan sanitaire qui a été particulièrement improvisée. C'est un amateurisme absolument invraisemblable. Alors, ils ne sont pas les seuls. Il faut bien voir qu'en Italie, en Espagne et même en Chine, ça n'a pas été très brillant. Mais si on compare la situation de la France par rapport à celle d'autres pays comme l'Allemagne, ou l'Autriche, ou encore même la Suède, qui n'a pas pratiqué de confinement, on s'aperçoit qu'on a un nombre de morts par million d'habitants qui est quand même 5 fois supérieur. Vous voyez, l'Allemagne a une population qui avoisine, je crois, 80 millions d'habitants. Et il y a 5-6 000 morts. Nous, on a une population de 60 millions d'habitants, 67 millions. Et on a 27 000 morts, donc c'est une catastrophe, c'est une gestion lamentable, des contradictions sans cesse. Au début, le gouvernement n'a pas pris la mesure de la gravité de l'épidémie, il a viré complètement de bord à la mi-mars. On a d'abord dit que les masques ne servaient à rien, puis ensuite que les masques étaient obligatoires, le gel hydroalcoolique, on n'en avait pas, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de test, enfin c'est une gestion qui serait inadmissible dans une entreprise privée. Une entreprise privée se verrait poursuivre en justice immédiatement, et d'ailleurs ses dirigeants auraient de très sérieux problèmes sur le plan pénal. Donc voilà, vous avez déjà sur le plan sanitaire, et puis alors je ne parle pas du scandale de l'hydroxychloroquine, même si le traitement est controversé, la France est tout de même le seul pays où ce traitement, qui est quand même extrêmement prometteur, est interdit, c'est-à-dire que si on en croit le professeur Raoult, et qu'il y a 5 fois moins de morts à Marseille qu'il n'y en a à Paris, ça veut dire qu'on a fait mourir des gens parce qu'on ne voulait pas, pour des raisons tout à fait obscures, leur administrer un traitement qui certes était expérimental, mais donnait tout de même des résultats puisqu'on l'utilise partout dans le monde, et à commencer par les Chinois. Alors les Chinois ne sont pas des gens particulièrement, je dirais, crédules, et ils sont plutôt pragmatiques. Donc si on a utilisé l'hydroxychloroquine en Chine et aux États-Unis, et aussi dans tous les pays du Maghreb, c'est qu'on avait quand même de très bonnes raisons de penser qu'elle fonctionnait, même si certaines études récentes et très controversées soutiennent le contraire. Donc déjà sur le plan sanitaire, il me semble que là c'est un fiasco total et qui devrait engager la responsabilité à tout point de vue de ce gouvernement et de ce pouvoir en général. Alors, il y a un deuxième aspect des choses extrêmement graves que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est, on a, pour une épidémie dont la mortalité était quand même pas extraordinaire, enfin, c'était pas la peste, le choléra, ou même la variole, avec des mortalités qui sont de l'ordre de 30 à 40%. Ou même la grippe espagnole. Ou même la grippe espagnole, quoique maintenant, on a découvert que la grippe espagnole, c'était pas tellement le virus qui avait fait des dégâts, mais que c'était plutôt les suites. Mais elle a fait de nombreux morts. Elle a fait énormément de morts, elle a fait 50 millions de morts. Là, on était devant une épidémie dont le taux de mortalité, enfin la mortalité du virus est de l'ordre de 0,5, de 5 pour 1000 à peu près, 0,5%. On oscille entre 0,3 et 0,7%, donc on peut considérer que c'est autour de 0,5%, donc 5 pour 1000, il est vrai contagieux, c'est exact, mais ça on aurait dû justement arrêter immédiatement les vols en provenance de la Chine et de l'extrême-orient, ce qu'on n'a pas fait pour des raisons idéologiques absolument criminelles, et de surcroît on a une épidémie donc là qui avec un portage viral très long. Ça, ce qui n'a pas été vu au début, un portage viral très long qui la rendait ennuyeuse. Mais le propre de ce virus, c'était plus de désorganiser les services hospitaliers, les services sanitaires et les services de l'État, plutôt que de décimer véritablement la population. Or, on a pris des mesures d'arrêt de l'économie totalement disproportionnées. C'est-à-dire qu'il y a réellement une disproportion manifeste entre la gravité objective de l'épidémie. Je rappelle qu'elle a fait dans le monde 277 000 victimes, ce qui est à peine plus qu'une grippe habituelle. Et ce qui n'est rien à voir avec ce que vous évoquiez tout à l'heure, la grippe espagnole, qui a fait plus de 50 millions de morts. Je rappelle d'ailleurs que la grippe de Hong Kong, que personnellement j'ai connue étant enfant, puisque je l'ai attrapée,
avait quand même fait entre 1 et 2 millions de morts dans le monde libre. On ne connaît pas du tout les nombres de morts en Chine et en URSS à l'époque. Il n'y a pas de statistiques pour ça. On n'a pas arrêté l'économie. Quand il y a eu, par exemple, en décembre 1969, 35 000 morts en France. Il y en a eu 50 000 en Angleterre, en décembre 69. 35 000 en France. On n'a pas vu le gouvernement de Georges Pompidou interdire aux gens d'ouvrir leurs restaurants. Bien au contraire. C'était une brève dans le journal. C'était juste un entrefilet dans des journaux sérieux comme Le Monde, Le Figaro, et même Le Monde titrait l'épidémie a déjà suffisamment d'inconvénients et on ne va pas maintenant céder à la panique, à la paranoïa. Il faut savoir raison garder. Ça, c'était dans Le Monde du 27 décembre 1969. Il y avait quand même 35 000 morts. Sauf qu'à l'époque, d'abord, on n'avait pas les comptages qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas l'information en temps réel, et puis on l'a su que beaucoup plus tard. Il a fallu faire marcher les cartes perforées, les vieux ordinateurs de l'époque, pour se rendre compte, vers 1970, qu'on avait eu quand même une sacrée mortalité de 1 à plusieurs millions de victimes dans le monde. Or, pour une épidémie, là, on peut dire qu'il dépasse à peine le niveau de la mer, on prend, comme l'a dit très bien le professeur Raoult, des mesures dignes de la guerre atomique. Enfin, c'est pas sérieux. Et là, il y a quand même une responsabilité de ces équipes gouvernementales qui précipitent une crise économique alors qu'on aurait très bien pu, par des mesures modérées, appropriées, avec discernement, mettre de côté les gens malades, les personnes à risque, confiner juste les personnes qui méritaient de l'être, personnes âgées, personnes contagieuses, oui, mais des moyens adaptés à notre époque. On n'est plus au 19e siècle, on était au 20e siècle quand même. Bien. Alors ça, c'est le deuxième volet qui est catastrophique aussi, parce que les conséquences de la crise économique risquent d'être beaucoup plus mortelles que les conséquences du virus lui-même. Moi, on me dit toujours, ah, mais la mortalité du virus, mais je dis, mais oui, et la mortalité de la crise de 1929, est-ce que vous l'avez calculé ? Elle est sacrément plus importante que celle du virus. La mortalité d'une crise économique risque d'être bien pire que celle d'une épidémie, alors qui a fait peur, parce qu'on ne savait pas quelle était l'origine du virus. Mais là encore, responsabilité indiscutable à mes yeux. Ensuite, troisième volet, ce gouvernement, étant absolument incapable de protéger sa population, de la soigner, de la traiter, de tester, s'est livré à une politique de répression aveugle, avec un confinement dont on a dit qu'il était digne du Moyen-Âge, un confinement qui consistait à enfermer des personnes saines avec des personnes contaminées pendant près de 2 mois, ce qui était le meilleur moyen d'ailleurs de propager l'épidémie, un confinement très souvent inutile, avec des mesures attentatoires aux libertés, qui s'apparentaient à une véritable séquestration collective. Alors, je comprends que l'on ait fait attention aux endroits comme les dancing, les bars, les restaurants, où une contamination peut effectivement avoir lieu, et même le métro ou les transports en commun. Mais je ne comprends pas l'intérêt d'avoir persécuté les malheureux promeneurs qui allaient se promener sur des plages désertes, des espaces naturels. On a mobilisé des hélicoptères de la gendarmerie, la police nationale pour verbaliser. Des drones. Des drones, bientôt des satellites, pourquoi pas, pour verbaliser des personnes qui ne risquaient ni d'être contaminées, ni de contaminer qui que ce soit. Pareil dans la forêt de Fontainebleau, où des équipes motocyclistes de la gendarmerie écumaient le massif, je ne dirais pas jour et nuit, parce que la nuit, justement, il n'y avait personne, mais en tout cas dans la journée, aux heures ouvrables, pour chercher d'hypothétiques promeneurs qui, de toute manière, n'auraient contaminé personne. Les brigades fluviales les aussi. Brigades fluviales. J'ai vu passer, par exemple, moi qui suis en bord de Seine, des vedettes de la police, avec des gens armés, mauvais, regardant à la jumelle ce qui se passait, pour voir si par quelqu'un était en bord de Seine, en train de se promener, puisque tous les bords de Seine, tous les bords de rivière étaient interdits. Bon, pareil pour les massifs de montagne, on a capturé des gens dans le massif du Mont-Blanc qui faisaient de l'escalade, qui étaient seuls. Est-ce qu'on pensait qu'ils allaient contaminer les glaciers ? Enfin, tout ça, c'est pas sérieux. On a eu l'impression que, en fait, le gouvernement étant incapable de régler la crise sur le plan sanitaire et politique, se livrait à ce que j'ai appelé la politique de Montezuma, le dernier empereur aztèque, qui, pour empêcher l'arrivée des conquistadors, qui étaient quelques centaines, s'est contenté d'organiser des sacrifices humains en très grande quantité pour apaiser les dieux, et c'est une sorte de régression
dans l'art de la gouvernance, une espèce de volonté de brimer, de menacer sa population, très malsaine, de mettre au pas la population, de la séquestrer. Alors la séquestration arbitraire, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est une infraction excessivement grave. C'est un crime, la séquestration arbitraire. Et là, on a séquestré de manière arbitraire 67 millions de personnes. On a la preuve qu'il n'était pas nécessaire de le faire, puisqu'en Allemagne, où il y a eu un confinement infiniment plus léger et aucune interdiction de sortir dans les espaces publics, en Suède, pas de confinement du tout, moins de victimes. Donc, il est évident que ce gouvernement, mais d'ailleurs le gouvernement français n'est peut-être pas le seul, hein. En Espagne, en Italie, ça n'a pas été plus brillant, il faut bien le reconnaître. Et en Belgique non plus, et au Royaume-Uni, c'est pas terrible. Mais en tout cas, le gouvernement français fait partie des lanternes rouges du monde entier. Et encore une fois, ce serait une entreprise. Tous ces gens auraient été évidemment mis à pied immédiatement, et leur responsabilité civile et pénale serait engagée devant les tribunaux. Le problème, c'est que là, c'est l'État lui-même qui a défailli. Et l'État est jugé parti. L'État ne va pas facilement reconnaître la responsabilité de ceux qui le dirigent et de ses agents. Alors, il y a deux types de responsabilités qu'il faut évoquer. Il y a d'abord, ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est donc une possible responsabilité juridique, qui est aussi bien pénale que civile. Et puis, il y a une responsabilité politique. Alors, la responsabilité juridique est théoriquement possible, et on pense d'ailleurs à l'affaire du sang contaminé, puisque dans cette affaire-là, on avait poursuivi un certain nombre de ministres et de hauts fonctionnaires qui avaient manqué à leur obligation de diligence, et il y a eu parfois des sanctions graves, notamment contre le fameux docteur Barretta, je crois. Bon, beaucoup, même Laurent Fabius s'est passé pas très loin de la condamnation. Il y a eu quand même des poursuites. Mais là, on est en présence d'un phénomène de bien plus grande envergure, où énormément d'États mondiaux sont impliqués, ont tous commis des erreurs, et je pense que la responsabilité pénale, on commence par celle-ci, va être assez difficile à engager. Alors d'abord, il va falloir trouver un tribunal compétent, et c'est pas évident. Les juridictions de droit commun, bien sûr, pourraient être saisies, notamment les tribunaux correctionnels et les cours d'assises, parce qu'il y a des délits, il y a des infractions très graves. Alors, j'ai parlé, mise en danger de la vie d'autrui, par exemple, homicide par imprudence, je pense à l'affaire du Rivotril en particulier. On sait qu'on a injecté en quantité du Rivotril chez des personnes âgées. Dans les EHPAD. Dans les EHPAD en particulier, parce qu'on n'était plus en mesure de les soigner, et tout le monde a fait observer que c'était finalement une forme d'euthanasie. Et là, on peut se demander s'ils ne sont pas des homicides. Donc, toutes ces infractions existent. Il faut quand même les rattacher à des incriminations pénales existantes, mais la difficulté va être de trouver un tribunal et de trouver aussi des juges qui auront suffisamment d'indépendance pour se déclarer compétents et pour diligenter une véritable procédure, parce que quand même, encore une fois, même si on nous parle de séparation des pouvoirs, c'est quand même l'État français qui contrôle la magistrature, qu'on le veuille ou non. Et on sait très bien qu'il y a des pressions. Alors moi, je vous avoue qu'en plus, il y aura des immunités parlementaires qui seront bien sûr immédiatement dressées pour empêcher toute poursuite, et j'en songe notamment au président de la République, mais aussi aux députés et à un certain nombre de ministres qui vont faire obstacle à cette responsabilité, et je vois pas comment on pourrait faire lever ces immunités. Vous aurez d'autres formes d'immunité. Il y a en particulier en avril une disposition qui a été prise pour mettre à l'abri les maires de toute poursuite éventuelle pour une contamination par le coronavirus. Donc il y a toutes sortes d'immunités. Et puis, on sait très bien que ces gens-là, qui ont la majorité absolue, enfin maintenant il paraît qu'ils ne l'ont plus vraiment, mais enfin ils ont quand même une très très forte majorité au Parlement, ils peuvent toujours, dans le pire des cas, si ça tourne vraiment trop mal pour eux, si ça ont trop le roussi, ils peuvent très bien se voter une loi d'auto-amnistie. Cette immunité politique, finalement, est bien supérieure à l'immunité virale évidemment. Donc des alors, malades. actuellement, toute l'excitation autour de l'hydroxychloroquine. Et pourquoi est-ce que le gouvernement français, alors que c'est un traitement français, que c'est la science française, et qu'on est les leaders dans le monde, pourquoi est-ce que le gouvernement français s'acharne contre le professeur Raoult, dont la compétence ne peut pas être mise en question? Bien, c'est tout simplement parce que si on admet officiellement que l'hydroxychloroquine aurait pu sauver énormément de vies, ça veut dire que là, il y a eu un homicide par imprudence. Et ça veut dire qu'il y a eu mise en danger de la vie d'autrui. C'est-à-dire que là, l'infraction est considérée. Donc évidemment, ces gens-là ne peuvent pas admettre qu'on va pouvoir engager leur responsabilité. Donc il faut
démontré par tous les moyens possibles deux choses. D'une part, c'est que le traitement par l'hydroxychloroquine ne servait à rien. D'autre part, c'est qu'ils ont fait pour le mieux et qu'ils n'ont pas fait plus mal qu'en Italie, en Espagne, en Belgique ou au Royaume-Uni. Et puis que de toute façon, l'épidémie est tellement grave, et c'est la théorie de la deuxième vague, qu'elle va revenir et que là, on va voir ce qu'on va voir. Parce que ça, c'est la grande thèse maintenant, la nouvelle vague qui va débarquer en septembre. Et je ne sais pas si vous avez vu la presse aux ordres, comme les journaux comme Le Monde, Le Figaro, Libération, et surtout Le Figaro, curieusement, qui nous parle alors là d'un déferlement de cas au mois de septembre avec une courbe qui, alors là elle serait totalement exponentielle et qui aboutirait à des millions de morts. Enfin, on demande à voir. Il y aura peut-être autre chose. Bon, alors tout cela montre que la responsabilité pénale va être quand même très difficile à mettre en jeu et qu'elle va s'apparenter un peu à un parcours du combattant. Alors il y a la responsabilité civile. La responsabilité civile, on pourrait aussi simplement demander des dommages et intérêts pour le dommage causé aux victimes. Par exemple, les familles dont les parents sont morts à cause du Rivotril, les manques de précaution, les manques de protection. Mais c'est la même chose. Il faut caractériser une faute. Nous sommes en matière de droit commun. Il faut que le juge admette qu'il y a une faute. Or, comme beaucoup de gouvernements en Occident sont tombés dans cette sorte de folie collective, le juge va dire mais non, le gouvernement français, les hauts fonctionnaires, les représentants de l'État n'ont pas fait plus mal qu'en Belgique, au Royaume-Uni, en Italie, en Chine, en Espagne, on ne savait pas, c'était très grave, ils ont fait de leur mieux, on ne peut rien leur reprocher. Moi, j'ai beaucoup de mal à envisager une possible responsabilité juridique compte tenu des tensions politiques. Vous avez quand même les cordes de métier, c'est-à-dire que les médecins, par exemple, vont peut-être mettre en cause l'État, en particulier non pas sur les médicaments, mais bien déjà sûr. Sur la protection par le masque. Bien sûr, c'est le masque évidemment, et puis aussi le fait qu'on leur ait interdit de pratiquer le traitement de leur choix, ce qui va complètement à l'encontre de la mission qui est dévolue aux médecins et du serment d'Hippocrate. On pourra, mais encore une fois, nous allons tomber dans des procès qui ne seront plus des procès juridiques, mais des procès politiques. Et il y a une telle énormité des enjeux, à la fois politiques et financiers et économiques, que je vois mal des juges nationaux soumis malgré tout au ministère de la Justice, avoir suffisamment d'indépendance, peut-être que je me trompe, ça sera une bonne surprise à ce moment-là, avoir suffisamment d'indépendance pour tenir tête au pouvoir. Moi, je ne le vois pas. Peut-être que ça arrivera. En tout cas, les décisions du Conseil d'État, sauf à une ou deux exceptions près, n'ont pas démontré cette grande indépendance. Sauf pour les cultes, où là, il y avait une telle... Sauf pour le culte musulman. Oui, mais il y avait aussi le culte catholique. Pour la fin du Ramadan. Là, il y avait une telle discrimination à l'endroit des chrétiens que là, le Conseil d'État a montré en effet que le gouvernement allait trop loin. Bien. Alors, ce qui nous amène finalement à la responsabilité politique, parce que c'est ça, là, en fait, qu'il faut rechercher. La responsabilité politique est beaucoup plus avantageuse parce qu'elle vous permet déjà, si on fait partir les gens qui sont au pouvoir, eh bien là de les juger cette fois-ci, parce qu'ils ne seront plus là pour interférer avec la justice, par définition. Donc il faut que ces gens débarrassent le plancher, je suis désolé. Et comment les faire partir ? Alors, comment ? Alors ça, c'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Alors, il y a des moyens constitutionnels et il y a des moyens qui ne le sont pas. Alors, on commence par les moyens constitutionnels, puisqu'on est tous dans un état de droit. Alors, il y a un moyen très simple qui est à la portée de tout le monde, ça s'appelle l'élection. Il y a encore dans ce pays, qui n'est pas encore arrivé au stade du Venezuela, et même si la dérive vénézuélienne est visible en France, il y a une possibilité de voter, et de voter pour des partis autres que ceux qui sont au pouvoir. Bon, je donne pas de conseils à nos adhérents qui feront voter pour qui ils veulent, mais on n'est pas obligé de voter pour la République en marche ou la République en panne, comme je l'appelle. On peut voter pour des partis un peu de contestation. Alors bon, après chacun fait comme il l'entend, je ne veux pas donner d'instructions à nos adhérents, mais on n'est pas obligé de voter toujours pour des personnes qu'on estime être des escrocs et des criminels et qui dirigent le pays avec les résultats que l'on connaît depuis quand même plusieurs dizaines d'années. Mais l'ennui, c'est que là, je m'aperçois qu'il y a quand même une forme de complicité des Français. Alors c'est vrai qu'il y a eu les Gilets jaunes, c'est vrai qu'il y a eu des mouvements, je dirais, à caractère déjà insurrectionnel, qui montraient un très fort mécontentement. Mais quand vous regardez les résultats des élections, la prise de conscience n'a pas encore eu lieu. Il y a encore, et surtout dans la classe bourgeoise et dans la classe dirigeante, un conformisme, et plus que ça, une complicité objective. Moi qui suis, je dirais, haut fonctionnaire, et qui vois autour de moi les réactions de mon milieu socio-professionnel, qui est la classe dirigeante, eh bien, c'est souvent la crainte, voire la lâcheté,
la complaisance et le ricanement en disant « Oh, de toute façon, les autres seraient pires encore ». Alors si vous partez de ce principe, ça va très mal, mais le reste est pire encore, à ce moment-là, c'est même plus la peine de se battre. On attend la suite, et puis après, faudra pas vous plaindre. Je pense toujours à une phrase, je suis pas un admirateur de Che Guevara, puisque j'ai toujours combattu le communisme, mais le Che Guevara a quand même dit une chose très juste, il dit « Celui qui n'est pas capable de se révolter n'a pas le droit de se plaindre ». Eh bien oui, enfin, il y a moins des choses quand même. Et alors, se révolter, on ne leur demande pas d'aller se faire tuer sur les barricades. On leur demande de ne plus voter pour eux. C'est quand même pas très compliqué. Mais apparemment, il y a une espèce de déclic psychologique, de peur devant le saut dans l'inconnu, qui à chaque fois retient une partie des Français. Un déclic psychologique qui ne se fait pas, pour le coup. Le déclic, oui, ou alors il y a un blocage psychologique qui empêche le déclic, qui permettrait d'assainir considérablement la situation politique de ce pays, qui est parfaitement délétère, avec une sorte de parti unique. Alors, ce que je crains, je vous parlais du Venezuela, je crains une dérive de type Maduro, une dérive vénézuélienne, une sorte de parti incompétent et corrompu qui est au pouvoir et qui dirige avec des moyens toujours plus dictatoriaux, et je pense notamment à la loi Avia, je pense au contrôle d'Internet, je pense à ce qui est arrivé à l'endroit des Gilets jaunes. Est-ce qu'un jour on va voir la police et la gendarmerie tirer à la mitraillette ou la mitrailleuse dans la foule, comme on l'a vu au Venezuela? Au Venezuela, vous avez une situation absolument scandaleuse, où vous avez un minable absolu qui s'appelle Maduro, qui est une sorte de dictateur au petit pied, qui se maintient par des procédures prétendument démocratiques, mais totalement falsifiées. Et quand il y a des manifestations genre Gilets jaunes, il fait tirer sur la foule. La population est privée de soins, elle est en dessous du seuil de pauvreté, elle n'a plus aucun droit politique, tout est contrôlé, c'est un État quasi totalitaire, et ça va tellement loin que le président Trump a fait mettre à prix la tête de Maduro. Pour 32 millions de dollars. Vous voyez, Nicolas, si vous avez envie d'arrondir vos fins de mois, il n'a plus qu'à aller arrêter Maduro et le déférer au FBI ou à la CIA. On va se concentrer sur notre pays. Mais pour le moment, on commence déjà avec la France. Alors, si on ne veut pas tomber dans cette dérive à la vénézuélienne, dont je rappelle que le Venezuela est un pays immensément riche grâce au pétrole, eh bien, il va peut-être falloir enfin se réveiller. Parce que si on ne se réveille pas, si on n'utilise pas les moyens constitutionnels qui sont à la portée de tout le monde, de tout un chacun, on passe après aux moyens anticonstitutionnels. Alors je les rappelle qu'il y en a deux dans l'histoire, qui ont toujours existé. Il y a la Révolution et le coup d'État. Alors les révolutions, on sait comment elles commencent, on ne sait jamais comment elles finissent, et on ne sait pas jamais combien de temps elles durent. Et souvent elles font des millions de morts et c'est des bains de sang. Quant au coup d'État, il faut que l'armée prenne le pouvoir. Alors après, ça veut dire que c'est une dérive totale de l'état de droit, ça veut dire que l'armée est impliquée politiquement, ça veut dire le pouvoir demande à l'armée de tirer sur la foule qu'elle ne veut plus, donc elle fait un coup d'État, mais alors vous imaginez la crise que ça représente, le bain de sang. Donc maintenant il appartient à chaque patriote de faire son devoir. Voilà, c'est ça la conclusion. Vous ne développez pas, vous êtes un spécialiste de philosophie du droit, c'est la notion évidemment de tyrannicide qui se trouve... Évidemment. Mais est-ce qu'il est possible de parler de tyrannicide dans un pays où le pouvoir est déjà tyrannique, c'est-à-dire sans prendre un risque considérable, surtout quand on voit l'évolution des délits d'opinion et l'émergence de délits d'opinion. Vous voyez, si nous commençons à parler de tyrannicide, nous nous mettons nous-mêmes sous le coup de la loi et nous pouvons être inquiétés personnellement pour appel à l'insurrection. Je pose une question. C'est une question, mais il est évident qu'au regard de la philosophie du droit, le système de la Ve République est un système qui a perdu sa légitimité. Il y a eu une légitimité historique grâce à De Gaulle, il y a eu ensuite une légitimité par la compétence à l'époque de Georges Pompidou, après on sait très bien que ça a complètement dérivé, on sait très bien que c'était une république quasi bananière, et même beaucoup de gens qui reviennent d'Afrique disent que finalement ça va plutôt moins mal au Sénégal ou en Côte d'Ivoire que ça ne va mal en France, parce que la corruption est à tous les niveaux, l'injustice est partout, mais on a des gens qui sont au pouvoir avec la complicité de leurs propres administrés. Il est là le problème. C'est qu'avant de parler de tyrannicide, il faudrait d'abord avoir une vraie tyrannie. Et là, on n'a pas une vraie tyrannie, puisqu'il y a encore des élections. Donc là, encore une fois, que les Français commencent déjà à prendre conscience, pour reprendre un vocabulaire marxiste. C'est le début, il faut au moins commencer par le commencement. Commencer par utiliser le droit de vote. Enfin, je comprends, c'est renversant. C'est renversant l'état d'anesthésie d'une partie de la classe dirigeante, et d'une partie, je dirais, de la bourgeoisie aisée.
Alors dans le peuple, on a plus de possibilités de se faire entendre. Oui, mais alors vous avez à peu près plus de la moitié de la population de l'électorat qui ne vote pas. Voilà. Alors est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'offre politique dans ce cas-là ? Évidemment. Mais il faut dire que le vote blanc n'est pas reconnu, l'abstention ne compte pas. L'ennui, c'est qu'en se réfugiant dans le refus d'entrer en politique, on est complice, là encore, du pouvoir en place. Parce qu'on a beau dire... Oh, je m'intéresse pas à la politique, j'entends souvent ça. Les gens me disent, moi je vote plus, je m'intéresse pas à la politique. Et je leur dis, si vous vous intéressez pas à la politique s'intéresse à vous. Quand on va venir vous interdire d'écrire ce que vous voulez sur votre email, quand on va venir vous taxer en vous disant que vous êtes un riche privilégié parce que vous êtes propriétaire de votre pavillon ou que vous avez 2 voitures, quand on va venir vous dire que vous devez vous faire vacciner et que vous n'avez plus le droit de dire non, là la politique va s'intéresser à vous. Et vous voulez en arriver à ce stade. Alors... Oui, mais ça, c'est la psychologie des foules, c'est très compliqué. Et puis alors aussi, il y a un autre élément, et là, ça sera à nous de travailler pour montrer qu'il y a des solutions. Les gens croient aussi, souvent, qu'il n'y a pas d'espoir, no hope, pas d'espoir. La politique serait toujours le domaine de la corruption et du crime. Eh bien non, c'est faux. Il y a eu d'autres façons de gouverner dans l'histoire. Il faut le montrer. Et si nos civilisations ont progressé, c'est parce que, à certaines époques, on gouvernait d'une autre manière. Il y a des exemples. La monarchie, par exemple, française, a construit un pays qui a été le centre du monde. Il faut s'inspirer de cette tradition. La démocratie suisse, directe, a fait de la Suisse le pays le plus prospère du monde. Il faut s'inspirer de cette tradition. Troisième principe, on a montré tout au long de l'histoire, que ce soit dans l'Empire romain, dans l'Empire des Habsbourg, dans la monarchie britannique, dans l'Empire allemand, que la prospérité des États était liée à la compétence des gouvernants. Et d'ailleurs, c'est Aristote qui dit, de toutes les légitimités, la compétence vient en tout premier, puisqu'Aristote distingue 3 légitimités. Celle du roi, qui repose sur la tradition et, je dirais, l'aspect patrimonial de l'État. Celle du peuple, c'est le vote, la votation, la participation à la vie politique, et c'est donc démocratique. Et puis la troisième, c'est la compétence. Et Aristote, il nous dit, il faut les 3. Donc c'est ça, au fond, la solution, elle est là, à portée de main. C'est un peu comme l'hydroxychloroquine en politique. C'est de la quinine, c'est un très vieux remède qui a 1 siècle. Eh bien, je dirais, le régime mixte d'Aristote, c'est un très vieux remède qui a 2000 ans. Qu'est-ce qu'on attend pour reprendre ces 3 fondements ? La tradition, donc l'identité, la représentation, la démocratie directe, en particulier le vote, la participation à la vie politique, et puis la compétence. Et c'est là que le pouvoir pourra arrêter le pouvoir. Mais là, nous avons tout le contraire. Nous avons un système qui n'est absolument pas compétent, ça on le voit tous les jours. On a un système qui crache sur la tradition et l'identité française, on le voit tous les jours. Et on a un système qui n'est même plus du tout démocratique d'ailleurs. Parce que finalement, ce que pense le peuple français, on s'en soucie comme d'une guigne. On sait très bien que ce pouvoir ne représente que peut-être que 17% des Français, du corps électoral. Et il gouverne de manière dictatoriale, effectivement. Donc il y a une véritable crise de légitimité, je peux dire, après avoir longuement examiné cette question, que autant la Ve République a été légitime entre 1958 et peut-être 1974, autant elle a cessé totalement de l'être aujourd'hui. C'est devenu un état de fait. Alors moi j'ai même parlé d'état voyou, ce qui a fait protester beaucoup de mes collègues qui ont trouvé que j'allais trop loin. Mais néanmoins, les faits sont là. Je ne vais pas dire du bien des gens au pouvoir, puisque je pense qu'ils ne sont pas à leur place. Alors, donc il y a un espoir. Il faut construire ce que vous appelez, Nicolas, une nouvelle offre politique. Et là, on a besoin de tout le monde pour ça. Et après, il faudra lui donner une forme. Merci beaucoup, professeur Tournefort. Merci, Nicolas.